Chers amis, merci. Merci de votre accueil enthousiaste. Merci de manière générale pour vos gentils mots. Merci pour toute l'énergie que vous me donnez. Vous savez, je pense que dans la campagne que je mène, passionnante, ces moments de rencontre avec vous, qui êtes le peuple patriote, sont les plus beaux moments. La France mérite que l'on se batte pour elle. La France, c'est plus qu'un État. C'est plus qu'une nation, c'est plus qu'un peuple, c'est plus qu'une économie, c'est plus qu'un territoire, c'est plus qu'une civilisation. C'est tout cela à la fois. Et ceci fait de notre pays une nation à part, qui a marqué l'histoire du monde et qui a encore tant à lui apporter. Et surtout, cela fait de notre nation une nation qui mérite qu'on l'aime, qu'on lui dise, qu'on lui montre. Or, depuis un certain nombre d'années, il est de bon ton dans la classe politique de dénigrer notre peuple et notre pays. Un pays, si on les écoute, trop petit, trop faible, coupable, forcément coupable de son passé, de son histoire. Un peuple lui-même dénigré, qu'il présente comme replié, allergique aux réformes, quand ils ne le décrivent pas comme paresseux, égoïste ou peureux, et j'en passe. Je ne reviendrai pas sur les propos violents qui ont été tenus contre notre pays par certains qui ont osé parler de crimes contre l'humanité que la France aurait commis, ou qui ont affirmé sans vergogne qu'il n'y a ni culture ni art français. Ceux-là qui tiennent ces propos revendiquent leur immaturité politique. On ne leur donnera pas tort. Il en faut certainement beaucoup pour sortir des énormités pareilles. On leur ravera néanmoins cette vérité cinglante. Lorsqu'on aspire à devenir président de la République, on ne parle pas ainsi de la France et on ne peut pas penser cela de la France. On peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons qui poussent les candidats à la présidentielle à vouloir diriger un pays pour lequel ils expriment autant de mépris. Comment, dans ces conditions, attendre d'eux qu'ils la défendent, la France, envers et contre tout, qu'ils fassent passer la France, sa liberté, sa culture, son identité, sa prospérité, sa sécurité, son rayonnement, avant tout. Je n'aime pas qu'on dise du mal de la France, mais je n'aime pas non plus qu'on ne respecte pas les Français. Et pardonnez-moi, mais là encore, beaucoup de candidats ne respectent pas les Français. Je m'en explique. Je vais pour ce faire commencer par vous faire une confidence qui vous étonnera. Mais je pense que nous devons beaucoup à Jean-Luc Mélenchon dans cette élection. Souvenez-vous, il s'est récemment illustré en donnant à voir son hologramme à Paris alors qu'il tenait meeting à Lyon. Je pense qu'il a, à travers cela, dit beaucoup de la vérité de cette campagne, où je considère que nous n'avons affaire en réalité qu'à des hologrammes. Si vous les prenez un par un, ces candidats à l'élection présidentielle sont des hologrammes. Ils se présentent à vous et vous croyez les avoir devant les yeux, mais en réalité, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Ce sont des hologrammes parce que la vérité, c'est que les personnes que vous entendez représentent d'autres personnes, représentent les intérêts d'autres personnes. Ils font campagne pour eux-mêmes, bien sûr, mais à travers eux, ils font campagne pour d'autres, dont ils taisent soigneusement les noms, mais qui sont derrière, à la manœuvre. Je prends cette image de l'hologramme parce que je veux que chacun mesure bien que dans cette élection, les intérêts portés par les candidats du système ne sont pas, comme ils voudraient le faire croire, les intérêts des Français. Contrairement à ce que racontent leurs discours de campagne, ils ne cherchent pas à défendre les Français. Ce sont d'autres intérêts qu'ils défendent. Et c'est en cela que je considère qu'ils ne respectent pas les Français, et même clairement qu'ils les trahissent. Conflit d'intérêts, trafic d'influence. J'ai dénoncé à Lyon, le jour où je lançais ma campagne, la gauche du fric et la droite du fric. Je ne renie pas cette expression, au contraire. Elle m'apparaît au fur et à mesure que ces hologrammes dévoilent leur vérité de plus en plus conforme à la réalité des candidatures que j'affronte. Et c'est un travail important
que doivent faire les Français devant tant de confusion, c'est un travail citoyen que de réfléchir aux intérêts que portent en réalité ces candidats. Il est en particulier un point qui devrait alerter nos concitoyens. C'est l'emprise des puissances d'argent, des banques et des multinationales sur différents candidats. J'ai ainsi dénoncé, dès qu'il a gagné la primaire de la droite, la soumission de M. Fillon au lobby des assureurs. Et il m'était apparu très vite que son programme en matière de santé avait été écrit par d'anciens dirigeants d'AXA, ces mêmes dirigeants qu'il veut porter au pouvoir s'il est élu. Mais oui, mes chers amis, quand on propose de privatiser une grande partie de la sécurité sociale, c'est bien pour confier la santé des Français aux assureurs privés et pour leur permettre de se faire du fric sur le dos de nos concitoyens, en particulier ceux frappés par la maladie. Quand chaque jour amène son lot de révélations sur le rôle de M. Ladrette de la Charrière, aux côtés de M. Fillon. Mais sait-on qu'il s'agit de l'ancien propriétaire de Fitch, l'agence de notation, lourdement mise en cause d'ailleurs dans la crise financière de 2008. Nous sommes là au cœur nucléaire de ces grands organismes financiers dont les intérêts, je vous le dis, sont clairement contraires à ceux du peuple. Alors, allons voir un peu de l'autre côté du chouchou du système, M. Macron. Son parcours personnel, vous savez, de banquier d'affaires, son attitude à la tête de Bercy, tout indique chez M. Macron qu'il entretient des rapports pour le moins troubles à la haute finance. De même qu'il cultive des amitiés révélatrices avec les dirigeants des grandes multinationales. M. Macron, candidat des banques et des puissances d'argent, cela n'échappe plus à grand monde. Mais nous apprenons aussi cette semaine qu'en matière de santé également, comme M. Fillon, le programme de M. Macron est largement influencé par des acteurs importants, non pas ici de l'assurance, mais de l'industrie du médicament. Tiens donc. Ainsi, on avait vu dans son projet qu'il souhaitait améliorer le remboursement des traitements de l'hypertension. Jusque-là, rien qui pouvait particulièrement nous choquer, rien de scandaleux. Mais ces traitements figurent parmi les meilleures ventes d'un laboratoire, le laboratoire Servier. Et qui paye le conseiller santé de M. Macron? Le laboratoire Servier. Alors, lorsque l'on sait que le conseiller spécial santé de M. Macron, financé par M. Servier, n'est autre que le frère de l'ancien patron de la branche, vous savez, média d'Altis, du groupe de M. Drahi, le désormais célèbre Bernard Mourad, qui a rejoint l'équipe de M. Macron, on commence quand même à comprendre. Certes, il l'a fait démissionner entre-temps, avant que le scandale ne prenne trop d'importance, mais le mal est fait et la vérité a éclaté. Voici une preuve de plus de la collusion de cette candidature avec des intérêts qui ne sont pas les intérêts des Français, mais qui sont des intérêts privés, des intérêts puissants et motivés évidemment par la soif d'argent. Tout cela n'est pas admissible, mes amis. Alors je demande à chacun d'entre vous, et au-delà de vous, à chaque Français, de faire preuve de discernement. Et au-delà des grands discours, de regarder précisément la réalité de leurs programmes et la réalité des intérêts que servent ces programmes. Dis-moi d'où tu parles, les plus anciens d'entre vous se souviendront de cette phrase. Dis-moi d'où tu parles. On disait ça en mai 68. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, cherchez à savoir qui parle réellement derrière les candidats à cette élection. À côté des programmes, il y a aussi les silences, les non-dits. Et je vois dans cette campagne de très grosses impasses. Je vois un soin particulier à ne pas évoquer certains sujets. Cette volonté de ne pas aborder certains thèmes pourtant essentiels quand on y vient est elle aussi révélatrice des candidats en présence. Je parle ici par exemple de l'immigration et du communautarisme. Vous aurez remarqué que c'est un sujet dont mes concurrents ne parlent quasiment jamais. Pourquoi n'en parle-t-il pas? Monsieur Fillon d'abord.
n'aimerait pas trop qu'on rappelle à son bon souvenir son bilan en tant que Premier ministre de Nicolas Sarkozy sur le dossier. 1 million d'entrées légales pendant la durée du quinquennat. 1 million d'entrées légales pendant la durée du quinquennat Sarkozy-Fillon. C'est un niveau historique. Et c'est une tendance qu'ils ont installée sans bien sûr que M. Hollande ne revienne dessus. Mais à côté de l'immigration légale, il y a les naturalisations, il y a la folle politique d'asile qui a commencé avec eux à exploser. Il y a l'absence totale de lutte contre l'immigration clandestine et la volonté farouche de ne pas toucher au dogme européen sacré de l'effacement des frontières et de la libre circulation. M. Macron, lui non plus, ne parle jamais d'immigration. Enfin, si, il en parle, mais avec les responsables de M. Bouteflika en Algérie. Et s'il n'en parle pas, c'est parce que pour lui, tout va bien à ce sujet. M. Macron, il adore l'immigration de masse. Et il adore la politique de l'Allemagne qui force l'Europe tout entière à subir une crise migratoire inédite. Il s'est même rendu à Berlin, où il est allé faire allégeance, comme François Fillon d'ailleurs, décidément, c'est le tour opérateur de la soumission, vous savez. Il y retourne bientôt d'ailleurs, pour dire tout le bien qu'il pense de l'accueil par Mme Merkel d'1,5 million de migrants, dont un tiers ont disparu dans la nature. Et personne ne sait où ils sont. Bon, nous avons quand même une petite idée. Au moment même, d'ailleurs, où l'Union européenne a annoncé qu'elle réfléchissait à mettre en place une punition pour les États qui refuseraient d'accepter ce qu'ils appellent les relocalisations. Je ne comprends même pas pourquoi ils appellent ça comme ça, parce que pour relocaliser, il faut que ça ait été localisé. Bon. En réalité, l'installation des migrants dans les différents pays de l'Union européenne. Ils ont même réfléchi à ce que les pays soient condamnés à 250 000 € d'amende par migrant qui ne serait pas accepté. Parallèlement, ils réfléchissent également à mettre en œuvre un véritable chantage à l'égard des pays de l'Union européenne. Si vous n'acceptez pas les migrants, alors vous n'aurez pas les contributions, les aides, FEDER, etc., que livre l'Union européenne. C'est ça maintenant l'Union européenne. Or, quand M. Fillon vient nous dire, pardon, mais quand il vient nous dire, moi je fais confiance à l'Union européenne pour régler le problème de l'immigration et pour maîtriser les frontières extérieures de l'Union européenne, et qu'on voit ça, on se dit, mais il y a un mensonge absolu à l'égard du peuple français. Parce que l'Union européenne, elle n'est pas là pour empêcher l'immigration. Elle est là pour multiplier l'immigration. Et les commissaires européens viennent vous dire régulièrement, mais il faut de l'immigration en Europe. Donc comment peut-on imaginer de confier à une Union européenne qui souhaite une immigration massive en Europe le soin de nous préserver d'une immigration massive? Ça n'a absolument aucun sens. Or, l'immigration, c'est un énorme problème pour les Français. C'est un immense problème pour la laïcité. C'est un problème pour la sécurité. C'est un problème pour nos comptes publics. Ah, c'est sûr, ce n'est pas vraiment un problème pour les amis de M. Macron. Ce n'est pas un problème pour l'ami de M. Fillon, M. Ladrette de la Charrière, qui est d'ailleurs assez œcuménique, puisqu'il avait œuvré avec Mme Aubry dans une fondation appelée « Agir pour les banlieues ». Ce n'est pas un problème pour le grand patronat, qui ne cesse de demander davantage d'immigration parce qu'elle permet d'embaucher à bas coût, de peser à la baisse sur les salaires. Ça a tellement bien marché depuis la moitié des années 70. Pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas? Il est inquiétant, mes amis, que personne ne veuille parler d'immigration dans cette élection. Eh bien, moi, j'en parle. Et je dénonce les problèmes qui se posent, et je continuerai à le faire, et je réglerai ces problèmes si vous me faites la confiance de m'élire à la tête de l'État. Hier, mes amis, à l'occasion de la journée des droits de la femme, je suis allé sur un certain nombre de plateaux, on a parlé d'un certain nombre de choses, et je me suis senti obligé d'écrire un billet sur mon blog, où je m'alarme
des reculs spectaculaires de ces droits dans notre pays. Je dénonce que les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles le souhaitent, notamment dans un nombre de plus en plus important de quartiers, dans les transports en commun d'un nombre de plus en plus important de villes. Je reparlerai tout à l'heure de cette liberté bafouée. Mais je note pour l'instant que M. Macron, lui, ne fera rien pour les droits des femmes. Lui qui a mis dans son projet qu'il ne s'opposera pas au burkini, cette scandaleuse régression. N'attendez pas non plus dans ce domaine d'avancée de la part de M. Fillon sur le sujet, puisque M. Fillon était celui qui était parti inaugurer en France la plus grande mosquée d'Europe, à côté d'une petite fille prépubère à qui on avait déjà imposé le voile. Je mettrai sur la table jusqu'au scrutin toutes les vérités que certains ne veulent pas entendre sur ce sujet, et vous pouvez compter sur moi. On ne peut d'ailleurs, mes chers amis, que sourire ou pleurer, ça dépend si on est pessimiste ou optimiste, de voir ces pseudo-nouveaux candidats qui veulent, soi-disant, rompre avec la vieille politique. Bien, alors on les a vus s'entourer de personnages qui s'activent plus ou moins discrètement d'ailleurs pour soutenir leur poulain et qui sont les symboles de ce dont les Français ne veulent plus. Il y a d'abord les fantômes qui rôdent derrière ces candidats, vous savez, les François Bayrou, les Jean-Christophe Lagarde. Oh, mais ne les huez pas, ce sont des experts en négociation électorale. Les gardiens du temple de la vieille politique, celle des combines, des arrangements d'appareils, qui monnaient cher d'ailleurs leur soutien. Soyez lucides sur le rôle de ces vieux briscards, ils sont là pour arranger la distribution des postes, ils se payent en circonscription législative. 96 promises par Macron à Bayrou, 96 par Fillon à Lagarde. Qui dit mieux? Et ainsi, par magie d'ailleurs, les critiques disparaissent. Les combats sont jetés aux oubliettes. Bayrou avait combattu férocement Macron pendant des mois. Peut-être même a-t-il été celui qui a eu les mots les plus durs contre Macron. Et puis il a retourné sa veste, à quelques semaines de l'élection. Lagarde a été l'un des plus virulents contre Fillon la semaine dernière quand tous ses soutiens désertaient. Et le voici qui revient plus vite que son ombre, manger à la gamelle des républicains toute honte bue. Voilà la réalité. Voilà la tambouille politicienne dont nous ne voulons plus. Où est le projet de gouvernement? Où est la sincérité de l'engagement politique? Où sont les valeurs de ces gens? Même méthode, même retour des dinosaures. François Hollande, Bernard Cazeneuve. Mais aussi, maintenant, entrent dans la ronde les commissaires européens. Je veux dire, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Le système, en réalité, fait absolument tout pour essayer de se survivre à lui-même. N'ayez aucun doute, mes chers amis, je vous l'annonce, ils utiliseront tous les moyens, même illégaux, même immoraux, même antidémocratiques, même anti-républicains, mais contre la gauche du fric, contre la droite du fric, contre le système cupide, nous faisons campagne pour le peuple français. Au nom du peuple est notre slogan, notre ligne de conduite, notre profession de foi, parce que c'est le sens même de mon investissement dans cette élection. Porter les intérêts du peuple de France, porter l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt général contre les intérêts particuliers, les intérêts privés qui veulent mettre la main sur le pouvoir. Dans cette élection, il n'aura échappé à personne que je porte la liberté du peuple, sa liberté à être lui-même et à décider pour lui-même. Et mes chers amis, je le fais d'autant mieux que je me sens moi-même parfaitement libre.
parfaitement libre de toute influence, de toute ingérence, de toute soumission à quelque puissance d'argent ou quelque puissance privée que ce soit. La France, le peuple français, ce sont mes seules missions, ce sont mes seules allégeances, ce sont mes seuls mandants, c'est pour eux que je me bats, c'est pour eux que je veux gagner. Je suis libre et je porte la liberté du peuple. C'est l'étendard qui me guide dans cette campagne. Et c'est le principe fondamental sur lequel j'ai bâti mon projet. La liberté du peuple, sa liberté dans tous les domaines. Mon projet est d'abord un projet de liberté. Car oui, je souhaite refaire de la France le pays de la liberté. Je veux renforcer les libertés individuelles. Ce sont elles qui permettent à l'individu de s'épanouir et d'être protégé. Je veux protéger la plus grande expansion possible de la sphère privée de chacun d'entre nous, celle précisément où s'épanouissent les libertés individuelles. Elle ne doit avoir que deux limites, celle de la sphère privée des autres et celle de l'espace public. L'espace public, lui, comprend tous les éléments que nous devons mettre en commun pour constituer une communauté nationale pacifiée et protégée. Je veux d'abord protéger les libertés nouvelles que les puissants cherchent à nous confisquer, et en premier lieu les libertés numériques qui nous permettent d'exercer notre liberté d'expression. On voit de ci, de là, certains commencer à chercher, à interdire, à censurer sur Internet. Qu'est-ce qui les dérange tant dans cet espace de liberté, exactement? Qu'on puisse dire ce qu'ils nous refusent de penser, qu'on puisse lire ce qu'eux-mêmes censurent. Internet est devenu un espace incroyable où chacun peut dire librement ce qu'il a à dire, où l'information n'est plus confisquée par de grands groupes, toujours tentés de la manipuler à leur profit ou de la censurer quand elle les dérange. Le monopole de l'information leur échappe. Oh, croyez-moi, ils souhaiteraient tellement le récupérer. Oh, tout n'est pas bon à prendre, bien sûr, sur Internet. Bien sûr qu'il y a des outrances, bien sûr qu'il y a des propos condamnables, mais il y a aussi la capacité de s'exprimer et d'aller vérifier une information ou s'informer quand cette information n'est nulle part, dans aucun média traditionnel. C'est pourquoi dans mon projet, vous trouverez ma volonté d'inscrire parmi les libertés fondamentales reconnues par la Constitution les libertés numériques. Et puis il y a la question des données personnelles qui est sensible. Certains souhaitent se les approprier et menacent de fait nos libertés. Chaque fois que vous allez sur Internet, vous y laissez vos données. Ils les prennent et ils les commercialisent. Vos données personnelles ont plus de valeur à leurs yeux que vous en avez vous en tant qu'être humain. Pour garantir la protection de nos données personnelles, je veux créer en l'adossant à cette même Constitution une charte qui obligera à stocker ces données sur des serveurs localisés en France, dans notre pays. La cybersécurité doit être assurée, c'est une question importante de souveraineté. Je veux aussi renforcer les libertés de notre peuple qui sont au cœur de notre démocratie. Aujourd'hui, on voit se multiplier les pétitions. Écoutez, moi je préfère une méthode plus démocratique et plus efficace. Le référendum d'initiative populaire, le vrai, celui qui a été promis et qui n'a jamais été mis en œuvre. Il suffira de 500 000 signatures d'électeurs pour déclencher obligatoirement un référendum d'initiative populaire. C'est la pierre angulaire de la démocratie de contrôle que j'appelle de mes vœux, pour que le peuple soit au cœur des décisions et puisse se saisir de tous les sujets. Et puisse même éventuellement déclencher un référendum si une loi qui a été votée déplaît au peuple, pour susciter ce référendum, que tout le monde puisse s'exprimer. C'est pourquoi je souhaite élargir le champ d'application du référendum. J'ajoute que je conditionnerai toute révision future de la Constitution à un référendum. Seul le peuple pourra défaire et refaire la loi fondamentale de notre pays. Le peuple doit redevenir le sujet central de la démocratie dans notre pays. La France doit redevenir la grande démocratie qu'elle a été. La proportionnelle deviendra donc la règle aussi pour toutes les élections, à l'Assemblée nationale notamment. Parce qu'il n'est pas envisageable que l'Assemblée nationale, comme son nom l'indique, soit une assemblée qui ne représente pas, évidemment, l'intégralité de la nation. De cette manière, chaque Français se sentira représenté dans le cœur battant de notre démocratie, aujourd'hui
Ce n'est pas le cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon. Et je ne supporte plus d'entendre tous ces moralisateurs qui font semblant de se lamenter sur le désintérêt des Français pour la politique, mais qui refusent dans le même temps précisément que toutes les opinions politiques soient représentées selon leur poids réel. Il faut rendre la parole au peuple, parole dont il a été clairement dépossédé au fur et à mesure du temps. La promotion de ces libertés nouvelles ou menacées ne m'empêchera pas de développer des libertés qui nous semblent plus définitivement assurées. Il faut conforter la liberté d'association dans les seules limites exigées par l'ordre public. Je pense notamment à la ruralité, où les structures associatives de toute taille doivent être soutenues pour encourager les actions culturelles, sportives, humanitaires, sociales, éducatives. Elles sont à la base de l'animation de nos territoires. La vie associative, c'est le contraire de la marchandisation de toutes les activités humaines. Nous ne devons pas être soumis à la seule loi du profit. Vous savez, un peu de fraternité, ça fait aussi du bien. Quand on sait que ce sont des millions de nos compatriotes qui s'engagent dans les associations de manière bénévole, il faut rester conscient que s'il n'y avait pas cet esprit-là, eh bien, il n'y aurait plus de vie sociale, culturelle, sportive dans nombre de nos territoires. Alors il faut leur rendre hommage et il faut les respecter et il faut les remercier de cela. Mais je veillerai aussi à ce que l'objet de ces associations soit respecté. Parce que, hélas, de plus en plus souvent, des organisations islamistes ont su utiliser les structures associatives pour répandre leur idéologie de haine. Dans certains quartiers, pour des raisons clientélistes, des élus ont fermé les yeux et des associations sans activité réelle ont été grassement subventionnées, parfois justement pour diffuser leur idéologie de haine de la France. Oh, vous trouverez de temps en temps un article qui y fait référence, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'information n'est pas générale et pourtant il y a des vraies inquiétudes, notamment dans des associations sportives, notamment autour d'associations sportives de football, où ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, attention, il y a de plus en plus dans les grandes villes d'associations qui sont tombées véritablement sous la coupe de fondamentalistes islamistes. » Mais ces dérives doivent cesser. Nos associations sont notre richesse. Et nous sommes, c'est vrai, de moins en moins riches. Alors nous devons les protéger de ceux qui veulent s'en servir à leur seul profit personnel ou contre notre République. Je veux aussi libérer les TPE-PME des contraintes qui pèsent sur elles et qui les briment inutilement. Oui, je veux privilégier les TPE-PME plutôt que les grands groupes, mais c'est un choix et je l'assume totalement, parce que c'est un choix que j'estime essentiel. Pourquoi je veux le faire? Parce que ce sont elles qui créent des emplois. Et elles sont un levier important pour retrouver notre prospérité. Alors ça passe par toute une série de mesures. Alléger la complexité administrative et fiscale qui pèse sur elles en créant un guichet unique qui centralisera les déclarations et les démarches, baisser les charges, en redirigeant vers elle 50 milliards d'euros, dont une grande partie a été en réalité mise en œuvre au bénéfice des grands groupes. Réduire le nombre d'obligations administratives liées au seuil social des 50 salariés, fusionner les institutions représentatives du personnel entre 50 et 300 salariés en une structure unique qui conservera les mêmes compétences. Mais une France indépendante et des libertés, c'est aussi une France des indépendants. La France est un grand pays d'entrepreneurs. Elle est un pays qui, malgré les difficultés, a gardé le goût de l'entrepreneuriat. Ce goût de l'entrepreneuriat et du risque qui nous distingue des autres et qui participe au génie français. Alors, je me dois aussi d'aider ceux de nos compatriotes qui créent des entreprises, qui innovent et qui participent au rayonnement de notre pays. Je me dois de penser, dans ces conditions, au soutien pas nécessaire, incontournable à nos agriculteurs. Ce sont des grands changements qu'il faut mettre en œuvre à leur profit. Et j'ai exposé ces grands changements encore très récemment au Salon de l'Agriculture. Ils sont aussi des entrepreneurs.
et eux aussi prennent des risques pour nous nourrir bien, de produits sûrs, d'une qualité enviée dans le monde entier. On ne peut pas les laisser tomber quand un malheur s'abat sur eux. Je pense bien sûr au drame de la grippe aviaire, ce long cauchemar dont nos éleveurs n'arrivent pas à sortir et auquel ils font face bien seuls. L'État, lent, radin, ne semble que peu concerné par les drames humains qui se multiplient. Bon sang, mais ça sert pourtant à ça, la solidarité nationale, à être aux côtés des éleveurs dans les coups durs, plutôt que de détourner les yeux et de laisser la filière au bord du précipice. Des indemnisations doivent arriver vite, alors qu'ils attendent pour certains encore le solde du règlement de la dernière crise. Notre agriculture, c'est notre indépendance. Quand l'agriculture a des problèmes, c'est la France qui a des problèmes. Quand l'agriculture va mal, ce sont nous tous, les Français, qui allons mal. En les défendant, mes amis, c'est nous que nous défendons. De la même manière, nos indépendants, nos commerçants, nos artisans sont les murs porteurs de notre économie. Il faut aider ceux de nos compatriotes, encore une fois, qui créent. L'esprit d'entreprendre ne prospère pas sans un minimum de liberté d'entreprendre. Et pour cela, nous devons soutenir ceux qui veulent prendre des risques, et ils doivent se sentir protégés. Je mettrai donc fin au RSI, ce RSI mis en place au gouvernement de François Fillon. Fillon-Macron, des promesses aujourd'hui, mais qu'ont-ils fait quand ils étaient au pouvoir, et l'un et l'autre? Ce RSI qui n'a abouti qu'à une chose, fragiliser tellement nos indépendants et en conduire un certain nombre au RSA. J'ai appelé ce RSI un tueur en série. C'était un tueur en série. Alors je proposerai un régime nouveau qui répondra à leurs besoins et les protégera réellement sur la base de l'autodéclaration, parce que là aussi, je ne supporte plus cette suspicion systématique à l'égard des artisans et des commerçants, comme s'ils étaient des délinquants en puissance. Mettons un système sur la base de l'autodéclaration, faisons-leur un peu confiance, donnons-leur un peu de souplesse. Ils auront le choix de ce système, ou alors le choix de s'affilier au régime général s'ils le souhaitent, mais je sais, moi, qu'ils sont très attachés à leur indépendance. Enfin, je m'y suis engagé. Je déclarerai une amnistie sur les arriérés du RSI, tant l'État porte une responsabilité lourde dans les multiples erreurs qui ont été commises. Nous défendons la liberté, les libertés, et nous devons veiller aussi à la liberté des salariés. Et pour assurer cette liberté, il faut qu'ils soient effectivement représentés et défendus. Il n'est pas normal que le taux de syndicalisation en France soit l'un des plus faibles, sinon le plus faible, des pays industrialisés. Le monopole de représentativité qui a été accordé aux centrales installées les a transformées en bureaucratie rivale, en corporations qui défendent leurs seuls intérêts plutôt que ceux des salariés. Dans le même temps, elles se sont politisées au point d'en perdre leur nécessaire indépendance. Il est plus que temps de moraliser leur fonctionnement pour leur rendre leur efficacité, et c'est pour cela que je préconise un contrôle public et transparent de leur financement sur le mode du contrôle effectué pour le financement des partis politiques. Et c'est aussi pour cela que je propose d'instaurer une véritable liberté syndicale par la suppression de ce monopole qui bride l'initiative de ceux qui cherchent à redonner vie au dialogue fécond dans l'entreprise. Faisons avec les syndicats comme avec les partis politiques. S'il y a des gens, ils ont la liberté de se créer, et en réalité, ils existeront s'il y a des gens pour voter pour eux. Ça, c'est beaucoup plus sain comme fonctionnement que le fonctionnement actuel.
Mais vouloir renforcer les libertés est un vœu pieux si nous restons pieds et mains liés, si nous ne trouvons pas la clé de la geôle dans laquelle ils nous ont collés. Rien de tout cela ne sera en effet possible sans une liberté fondamentale, qui est la liberté de la France. Comment la France pourrait-elle redevenir un pays de liberté si nous continuons à recevoir nos ordres des technocrates de Bruxelles et de l'Union européenne? Si on nous impose par le haut ce que le peuple de France ne veut pas, vous l'aurez donc compris, la liberté de tous ne sera assurée que d'une seule manière, rapatrier en France notre souveraineté. Assez du pilotage automatique de notre pays par la tour de contrôle de Bruxelles. Nous voulons repasser au pilotage manuel par le peuple français. Nous devons donc d'abord retrouver notre souveraineté monétaire et économique, retrouver la maîtrise de nos frontières, retrouver l'autorité supérieure de nos lois. Alors oui, je veux que nous ayons notre monnaie nationale, pour que nous assumions nos choix politiques en toute liberté. Pour que nous puissions rendre de l'oxygène à nos entreprises. Oh, alors ça panique le système. Ouh là là, ils en font c'est pas des articles, des journaux entiers, encore ce matin. Il y a quand même quelque chose qui est piquant. C'est que les mêmes qui nous expliquaient qu'il fallait absolument que nous rentrions dans l'euro, que c'était merveilleux, que ça allait nous apporter la prospérité, que ça allait permettre l'augmentation des salaires, que nous allions avoir plus de pouvoir d'achat. Les mêmes qui nous disaient cela sont ceux qui aujourd'hui nous disent « Mon Dieu, surtout, il ne faut pas en sortir ». Mais dites-moi, ce qu'on payait 1 franc avant et qu'on paye 1 euro aujourd'hui, ça ne vous perturbe pas, ça, en matière de baisse massive du pouvoir d'achat? Parce que nous, on l'a senti, ça, dans le caddie de la ménagère, comme on dit. Enfin, écoutez, la spoliation de pouvoir d'achat qui a été la conséquence du choix de l'euro a été massive. Et que les gens qui nous ont fait ces fausses promesses d'emploi, de pouvoir d'achat, osent venir nous dire aujourd'hui que nous n'avons pas d'autre choix que de nous soumettre à cette horreur, je trouve franchement qu'il ne manque pas d'air. Moi, je ne veux pas des menaces de la BCE à Francfort. Je ne veux pas qu'ils viennent nous dire qu'ils vont couper les liquidités parce que nous n'avons pas pris le chemin qu'ils ont décidé pour nous. Je ne veux pas entendre M. Juncker nous expliquer que contre les traités européens, il n'y a pas de choix démocratique. Car nous n'en pouvons plus de l'austérité. Et la liberté de chacun sera assurée par une politique économique vigoureuse qui rétablira le plein emploi. Nous sommes forts, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes bons, nous sommes compétitifs, nous sommes entreprenants, nous sommes intelligents et on nous empêche de partir à la conquête du monde. Elle est là la réalité. Et dit, nous devons retrouver également notre souveraineté législative. Parce que les lois qui s'appliquent en France et aux Français doivent être décidées par les représentants du peuple français, quand ce n'est pas par le peuple français directement. Aujourd'hui, nos parlementaires ne décident plus de rien. Ils se battent comme des chiffonniers pour être élus à l'Assemblée nationale où en réalité ils sont une caisse d'enregistrement des directives européennes qui tombent directement de Bruxelles. Il ne faut que transposer des directives qui arrivent par centaines et qui sont imposées encore une fois de tout là-haut par la bureaucratie de l'Union européenne. Nous rétablirons le Parlement dans la plénitude de ses fonctions. C'est aussi non seulement un acte de liberté, mais un acte de respect pour vous, afin qu'il vote des lois moins nombreuses, mieux pensées, et surtout qui répondent à nos intérêts.
J'ai eu l'occasion de le dire souvent, mais je le répète. La démocratie ne consiste pas à mettre un papier blanc carré dans une boîte en plastique. C'est pas ça la démocratie. Si le papier que vous avez mis dans l'urne ne répond pas, encore une fois, que la personne que vous avez élue n'a pas le pouvoir de défendre vos intérêts, c'est comme s'il n'y avait pas de démocratie. Elle est là, encore une fois, la réalité. Mais l'Union européenne ne s'arrête pas là. En nous privant de notre souveraineté territoriale, en nous empêchant d'avoir des frontières, elle nous impose également l'immigration de masse. Cette même immigration de masse qui vient jusqu'à menacer la liberté des femmes et des filles de France. La défense des droits des femmes me tient évidemment à cœur. En ce lendemain de journée mondiale, je dois le dire, mais elle est mise à mal par l'immigration de masse. Qui ose le dire à part nous? Je sais que c'est un sujet tabou, que n'aiment jamais aborder les pseudo-féministes ou mes concurrents dans cette élection, mais nous sommes obligés d'évoquer les nouvelles menaces qui pèsent en France même sur les femmes. Une menace qui est un affront fait directement à notre civilisation, une menace profonde et qui se diffuse et qui attaque notre conception du rapport entre les hommes et les femmes. Oui, l'islamisme radical fait reculer dans nos quartiers, dans nos villes, des acquis qui semblaient pourtant définitifs. Souvenez-vous en effet du café de Sevran, où des femmes ne pouvaient même pas pénétrer dans l'établissement uniquement parce qu'elles étaient des femmes. Et pourtant, certains esprits complaisants ont cautionné, on a même entendu M. Hamon, qui nous expliquait que, somme toute, ces cafés sans femmes étaient normaux parce qu'ils faisaient partie de la tradition ouvrière. Mais, écoutez, non seulement quel affront pour les femmes, mais quel affront pour les ouvriers, parce que jamais il n'a existé en France une tradition ouvrière qui interdisait à des femmes de venir dans des cafés. Ils sont capables de raconter n'importe quoi pour justifier l'injustifiable. L'islamisme cherche aussi à renvoyer les femmes et les filles de France au Moyen-Âge, en les enfermant dans des cages de tissu, en les obligeant à masquer leur visage, leurs mains, leurs yeux et même tout leur corps quand elles sont sur la plage. Oui, dans certains quartiers, les femmes ne peuvent plus se vêtir librement. Oui, porter un short ou se promener en jupe devient pour certaines et dans certains endroits impossible. Je suis navré d'être obligé de rappeler en France, au XXIe siècle, que les femmes doivent pouvoir se vêtir librement. Et j'y veillerai dès le premier jour de mon quinquennat. La France que j'aime, la France que vous aimez, ce n'est pas celle de la burqa, ce n'est pas celle du burkini. Trop de responsables politiques de droite comme de gauche ont cédé par clientélisme devant des religieux autoproclamés qui cherchent à imposer par tous les moyens leur ordre réactionnaire. Vous avez encore vu il y a quelques mois une ministre de la République a capitulé lorsqu'un homme a refusé de lui serrer la main sur un plateau de télévision uniquement parce qu'elle était une femme. Ministre. Bien moi je ne renoncerai pas. Je me battrai jusqu'au bout pour que vous, mesdames, vous soyez libres dans votre propre pays. Je veux une république de la liberté et de l'égalité pour toutes les Françaises comme pour tous les Français. Vaste programme pour libérer l'énergie des Français. Vaste programme pour libérer la France des tutelles qui l'accablent. Vous comprenez donc bien l'urgence de retrouver notre souveraineté. Il n'y aura pas de liberté individuelle, ni de liberté publique, ni de liberté des entreprises, ni de liberté des femmes sans liberté de la France. Mais c'est bien ensemble, nous, les patriotes, que nous ferons de la France à nouveau un grand pays libre et sûr. La liberté, elle n'est jamais assurée. Il faut s'engager à la défendre. Mes chers amis, aidez nos compatriotes à ouvrir les yeux sur les enjeux. Je ne doute pas, je suis sûr que nous pourrons rassembler une majorité de Français sur le beau projet qui est le nôtre.
Portez haut l'espoir qui nous anime, portez haut nos valeurs, portez haut cette exigence de liberté que nous chérissons, portez haut la campagne, portez haut la campagne, au nom du peuple, vive la République, vive la France!